Mais alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tout d'un coup cette question revient? Cette question revient sur un débat dans le débat sociétal parce que je pense que c'est la seule question sociétale, je dis bien la seule, qui nous touche tous. Moi, je peux débattre sur la GPA, sur les mères porteuses, mais enfin, moi, personnellement, avant que je sois une mère porteuse, il faudra que la science ait fait des progrès. Donc ça m'intéresse, certes, mais déjà, on pourra considérer que ça intéresse peut-être, en tout cas, ça marque directement dans la recherche que 50% de la population française. Le reste, on ne saura parler que de quelque chose théorique. La différence, c'est que sur la question de la fin de vie, ça touche 100% de tout le monde. Et ça touche 100% de tout le monde à tous les niveaux. J'entends encore ce sénateur que j'avais rencontré il y a quelques années qui me dit « Mais docteur Moret, comment ne pourrais-je pas être contre l'euthanasie, donc je ne peux être que pour l'euthanasie quand j'entends encore, quand j'écoute encore, quand j'entends encore le cri de tous mes frères d'armes qui sont morts en Algérie dans des souffrances atroces. Qu'est-ce que je peux dire à cet homme dont ma fille faisait des études d'infirmière, il disait combien dans les soins, ce n'était pas du tout une question pertinente. Il est venu avec son histoire. Et donc ça veut dire aussi que chacun vient avec son histoire. Donc on a quelque chose sur le débat de la fin de vie qui nous réunit tous, c'est notre propre subjectivité, on n'y peut rien, il faut faire avec. Et donc ça veut dire que quand je vous parle ce matin, quand Huguette vous parle, on n'est absolument pas objectif, on est subjectif de notre histoire. Et que cette subjectivité, elle touche tout le monde, donc par définition, sur la table, dans les débats, tout le monde a à dire quelque chose de cette question, puisque tout le monde l'a vécu d'une façon ou d'une autre. Et tout le monde va ramener son histoire individuelle. Et comment ensuite arriver à s'écarter de cette histoire individuelle pour avoir une démarche collective, avoir une réflexion collective? C'est difficile dans une société, me semble-t-il, sans jugement qui c'est factuel, qui devient plus individualiste, où c'est mon choix d'abord. Et on verra les autres après. Alors, pour revenir sur c'est mon choix, je vais juste situer aussi que cette question de la marque individuelle, de cette subjectivité, elle a lieu au plus haut niveau de l'État. La loi Claes-Leonetti n'a pas été écrite à l'Assemblée nationale. Elle a été écrite à l'Élysée. Elle n'a pas été écrite par le conseiller, elle a directement été vue par le président de la République, François Hollande, à l'époque. Il n'était pas question pour lui qu'une loi en France donne l'autorisation de donner la main. Bon acte. Mais c'est un choix politique qui est marqué, je ne rentrerai pas dans les détails, mais quand on connaît, par son histoire personnelle. Donc cette histoire personnelle, elle nous marque tous, je veux dire, dans le débat sociétal, dans la salle d'aujourd'hui, comme dans les hautes sphères des milieux autorisés, comme disait un ancien Coluche. Et on écrit, même si on veut essayer d'écarter, d'essayer de garder quelque chose de réfléchi, ces lois sont écrites en partie avec les tripes. Et c'est ça une des difficultés. Alors ça, on est d'accord pour dire que ce qui nous rassemble tous, c'est notre subjectivité, le fait qu'on refuse de souffrir, le fait qu'on veut que chacun soit plus écouté, le fait qu'on veut développer les soins palliatifs, on est tous d'accord là-dessus. Et puis, on a des points qui vont nous séparer. Un point qui nous sépare, c'est justement cette attache à la vision individuelle ou à la vision collective. Quand je regarde un problème, est-ce que je le regarde au regard de seules conséquences pour moi-même, ou est-ce que je projette mon regard sur les conséquences pour autrui? Avec la particularité en France d'avoir une société qui s'organise pour protéger les plus vulnérables. C'est quand même particulier qu'en France, nous sommes un des seuls pays, peut-être le seul, à avoir des lois de bioéthique. Ça n'existe pas aux États-Unis, ça n'existe pas en Angleterre, puisque c'est la jurisprudence et la justice qui va régler un tout petit peu les problèmes sociétaux. En France, on dit il y a des lois qui font qu'il y a un certain nombre de choses qui est interdit dans l'intérêt collectif, quand bien même, individuellement, ça pourrait être pertinent. Est-ce que je peux faire tout ce que je veux de mon corps? Non. Alors je prends l'exemple de Jean Leonetti, qui a le sens de la formule. J'ai 2 reins, je vais en vendre un, qu'est-ce qui m'interdit? Mon rein, il est à moi. Après tout,
voulez mon rein, on fait un contrat, on signe, je vous le donne, point. Non, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, pourquoi? Parce que la société considère qu'au niveau global, il y aurait des risques A. Et quand on voit les discussions autour des PMA, autour de la GPA, qui est une question sociétale, qu'en est-il? Il s'agit bien d'un contraste entre une volonté individuelle et une protection, une démarche collective. C'est exactement la même chose dans le débat sur la fin de vie. Le débat sur le suicide assisté, qu'en est-il de ce débat sur le suicide assisté? J'en parlerai peut-être plus que l'euthanasie, parce que pour moi, l'euthanasie, c'est pas la vraie question. La question qui traverse notre société aujourd'hui, c'est de savoir si elle s'organise pour donner la mort à une personne qui le demande. C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas l'euthanasie. Derrière, l'euthanasie, c'est un faux semblant. Un faux semblant qui permet de ne pas être celui qui va faire. J'avais demandé un jour à un sénateur, pourquoi est-ce que dans tous les textes qui dépénalisent, qui visent à dépénaliser en France l'euthanasie, on demande aux médecins de faire le diagnostic, de faire l'expertise, de décider et de faire l'acte. Un particulier. Je lui ai dit, j'espère, monsieur le sénateur, que vous ne le demandez pas de peur que le patient fasse une allergie. Vous avez ri drôle, mais je lui dis, parce que nous, quel est notre rôle? C'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et si la personne à qui on donne la mort fait un œdème de Queen, c'est pas très grave. Pas tout. Il m'a dit, mais qui d'autre? Je lui dis, vous. Il n'y a aucun problème technique à injecter un produit une fois que la perfusion est mise. Qu'on fasse en sorte que le geste, qu'on pose une perfusion comme il faut pour ne pas avoir mal. Enfin, attendez, on va pas être dans l'obsession, là. Mais faire le geste en lui-même, pourquoi le porter par un corps soignant? Ouvrir le robinet, un citoyen pourrait le faire. N'importe qui. Tout le monde peut le faire, il n'y a aucun problème technique. Je peux vous donner la recette, hein. La recette, je le connais. C'est pour ça que dans un État comme l'Oregon aux États-Unis, le produit est donné par une pharmacie. Mais d'ailleurs, le produit pourrait être parfaitement donné par la pharmacie des hôpitaux. L'État peut s'organiser pour dispenser un médicament qui donnerait la mort. On peut s'organiser pour ça. Donc la question de l'euthanasie, me semble-t-il, est un faux semblant, quelque chose d'un petit peu hypocrite, qui voudrait confier à la médecine quelque chose qui ressort quand même d'abord d'une question sociétale. Est-ce que la fonction de la médecine est de donner la mort? Là, il y a un point de divergence. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Moi, c'est clairement non. Donc on va être sur, à mon avis, plutôt la question du suicide assisté, c'est-à-dire, est-ce que la société s'organise, oui ou non, pour qu'un de ses membres puisse bénéficier de l'assistance de la société pour être aidé à mourir? C'est ça la vraie question. On pourrait parfaitement entendre qu'à un niveau individuel, dans certaines situations, ça puisse se faire. Que peut-être, dans certaines situations, ça serait la moins pire des solutions. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais qu'en est-il pour autrui? Comment est-ce qu'on pourrait concilier ce droit avec la politique de prévention du suicide? Je rappelle que c'est les personnes âgées qui, malheureusement, le passent le plus à l'acte. Comment on peut concevoir ce droit avec notre droit actuel qui est l'interdiction de l'incitation au suicide? Je rappelle que je n'ai pas le droit de vous inciter à vous suicider. Mais aujourd'hui, en France, peut-être vous paraître étrange, le suicide assisté n'est pas réprimé. Pas d'inter. Le suicide est un acte libre. J'ai le droit de me suicider. Vous êtes d'accord? Dans le droit français, on ne peut pas réprimer quelque chose qui n'est pas condamnable. Donc, assister une personne qui va se donner la mort, on ne peut pas être condamné pour ça. Jurisprudence, je demande à Huguette, Huguette, j'ai envie de mourir, bon, elle va être un peu embêtée, on se connaît. Donne-moi un couteau parce que je veux me suicider. Elle me donne le couteau, je me suicide, tu ne seras pas poursuivi. C'est pour ça, par exemple, j'ai un trou dans l'affaire de notre ami qui s'est suicidé, qui a été suicidé, qui avait des tumeurs ORL du visage, zut. Sébir, dans l'affaire Chantal Sébir. Excusez-moi, dans l'affaire de Mme Chantal Sébir. On sait pertinemment le médicament qu'elle a utilisé, on sait pertinemment
qu'il l'a donné, mais cette personne n'a pas été poursuivie parce qu'il n'est pas répréhensible aujourd'hui d'aider une personne, d'assister une personne qui veut se suicider. Je n'ai pas le droit de lui demander de se suicider, je n'ai pas le droit de lui dire comment faire si elle veut se suicider. Moi, j'ai le droit comme médecin, et j'ai l'obligation de réanimer une personne qui se suicide pour assistance à personne en danger. Mais vous voyez que le droit français a une forme de liberté. C'est quand même assez bizarre que quand on dit ça, tout le monde regarde est interrogé, qu'on continue à débattre alors même qu'il y a une forme de réponse, au moins donnée, en tout cas de non-interdiction. Donc on interroge bien une question sociétale. Et qu'on interroge bien la question entre l'intérêt individuel, c'est mon choix, et la vision collective. Et je vois quand même sur cette question de plus en plus une orientation vers une vision individualiste au détriment d'un regard collectif. Et je me dis que, personnellement, ça me choque à l'idée de dire, en particulier vis-à-vis de nos aînés, qu'une des réponses que l'on pourrait au mal-vivre, ce serait d'autoriser le suicide assisté. Et ça, c'est le regard collectif. Et là, il y a des points de vue de désaccord profonds, mais qui sont des désaccords philosophiques, qui sont des désaccords de réflexion. Ce n'est pas la question du oui ou du non. Un autre point de désaccord, c'est la question de l'intention. C'est une question philosophique. Combien de fois j'ai été traité d'hypocrite quand on m'a dit, docteur Morel, quand vous augmentez la morphine, vous savez bien que le malade va mourir. Oui. Il va mourir. Vous savez bien que peut-être vous allez pouvoir accélérer le décès. Je dis normalement non, mais il y a effectivement la possibilité que... Bon. Quand vous endormez un malade, vous savez qu'il va mourir. Oui, il va mourir de sa maladie. Peut-être que ça va accélérer. Alors j'ai beau expliquer que non, on verra tout à l'heure que la sédation n'a jamais tué un malade. Néanmoins, dans certaines situations, peut-être que ça peut modifier le moment de la survenue du décès. Il dit, mais donc à la fin, le malade, il décède. Oui. Et si on considère que le meilleur état des choses, c'est une phrase philosophique, pour le patient fut qu'il fût décédé au regard de la situation qu'il vit, qu'on le fasse en injectant un produit qui provoque la mort, ou qu'on le fasse suite à l'arrêt de la nutrition, de l'hydratation, c'est exactement la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais laissez-moi finir. Ah, j'ai même pas pu finir. J'ai même pas pu finir ma phrase. Je suis désolée, c'est sorti comme ça. Je termine. Si on ne regarde que la conséquence, si on ne juge notre geste qu'au regard de la conséquence, et de dire que ce que l'on vise, c'est à ce que le malade ne souffre pas, et qu'on ne voit que la conséquence, oui alors, on peut dire dans une éthique, on va dire conséquentialiste, utilitariste, qu'il est indifférent que le résultat d'un acte passe par donner la mort ou arrêter les traitements. Par contre, si vous avez un autre regard sur cette action, qui ne consiste non pas à regarder le résultat, mais à regarder ce qui conduit au résultat, alors oui, il y a une différence majeure entre donner la mort et ne pas maintenir une vie artificielle ou accepter le principe du double effet. Mais on est bien, j'espère avoir été clair, sur une même action, sur une même situation, regardée par deux projecteurs différents. On regarde par un projecteur, on va dire, une éthique conséquentialiste, c'est-à-dire qu'on va regarder les résultats, et puis dans d'autres situations, on va regarder par une éthique, on va dire, déontologique, excusez-moi pour les termes un peu techniques, mais on va regarder les moyens qui conduisent au résultat. Et là-dessus, on a forcément des divergences de réflexion, mais qui sont des divergences profondes. L'éthique conséquentialiste est plus marquée aux États-Unis qu'en France, par exemple. Les lois de bioéthique sont des lois déontologiques. La loi Leonetti ne dit pas ce qu'il faut faire, elle dit comment faire. C'est profondément de l'éthique déontologique. On va regarder les moyens. La médecine est déontologique. On a une obligation de moyens, on n'a pas une obligation de résultat. Donc ça veut dire que si on a par contre un regard qui est seulement utilitariste, on va pouvoir dire c'est la même chose. Et moi j'ai eu de temps en temps, et c'est vrai que parfois c'est difficile, lorsque dans certaines situations on est amené à arrêter la nutrition,
C'est exceptionnel, mais ça arrive, et que la personne meurt non pas de faim mais de dénutrition. Certains nous disent, mais puisqu'elle va mourir, pourquoi est-ce qu'on n'accélérerait pas? Voilà, j'avoue que la seule réponse que je peux faire n'est qu'une réponse de posture réflexive. Comment je regarde la situation? Finalement, quels sont les leviers que je mobilise? Quel est le projecteur que je prends? Est-ce que le projecteur que je prends sont des principes éthiques, déontologiques, qui me font dire que non, jamais je ne donnerai la mort? Ou est-ce que je regarde l'action d'une autre façon, en ne voyant que la conséquence et en me disant, bah, c'est pareil. Quand je dis ça, je ne prends pas parti pour l'un ou pour l'autre, parce que, éthiquement, les deux peuvent parfaitement être acceptables. Mais moi, je ne me retrouve pas dans l'éthique conséquentialiste. Et c'est là qu'on a un point de divergence. Et le point de divergence, il n'est pas sur ce qu'il faut euthanasier. Sommes-nous pour ou contre l'euthanasie? Parce que cette question entre regarder une action au regard des moyens qui conduisent au résultat, ou simplement regarder une action au regard des résultats, ça c'est valable dans toutes nos actions. Là, on a vraiment des points de divergence. Donc vous voyez, on a à la fois des points de convergence et des points de divergence. Et tout ça, ça va animer le débat. Alors vous rajoutez en plus un bordel sémantique où, entre euthanasie passive, euthanasie active, arrêt des traitements, plus personne ne sait de quoi on cause, et vous arrivez à une animation des débats.